tu ne t'entraînes pas, tu te divertis. Pour parler de cette petite affirmation, on reçoit Andy Jens aujourd'hui de Perfex. Ça se dit bien Jens et pas Très bien. Heinz. Pour parler de ça, parce qu'il a justement mis en place un système d'entraînement où il se concentre sur l'humain, où il va chercher les petites problématiques, ou du moins les problématiques chez le sportif en face de lui. Il ne va pas répéter inlassablement des entraînements préconçus. Il va vraiment réfléchir ses entraînements par rapport à la personne qui est en face de lui. C'est un des seuls qui fait ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est un des seuls qu'on voit faire ça. Et on aimerait beaucoup parler du cheminement qu'il a amené à mettre en place ce système d'entraînement sur les dernières années jusqu'à maintenant, directement avec lui. Je te laisse te présenter. Salut Andy. Alors, salut, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de l'entraînement. Alors, je ne sais pas si si ce que je propose est si différent que ça. Quelquefois, je vois quand même des choses aussi un peu dans ce mood-là. Je pense que ce qui est différent peut-être, et au final, je vais me présenter au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Ce qui est différent peut-être, c'est l'approche que j'ai, qui est d'avoir essayé et de chercher toujours aujourd'hui, je ne suis pas arrivé au bout, de comprendre ce qu'était la notion de talent. Ça, c'est vraiment un point central de l'approche, et de me dire, ben, tiens, pourquoi là, on va recevoir deux athlètes. Il y en a un qui va paraître, quel que soit son âge, plus ou moins talentueux, l'autre pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le A soit talentueux et le B ne le soit pas? Donc ça, c'est ma réflexion de départ. Du coup, je ne suis pas parti de la réflexion plus classique, presque universitaire, de parler de compétences, de parler de mise en place de périodisation, d'entraînement, de choses comme ça. Je suis vraiment parti de la notion de talent, un peu dans tous les secteurs d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le talent dans le sport, le talent au violon, le talent au piano, le talent d'écriture, voilà, comment ça naît cette notion de talent, ce que ça peut représenter, et ce qu'avait quelles étaient les différences scientifiques entre quelqu'un de talentueux et de pas talentueux. Ça, c'est mon point de départ. Ok. Et par rapport à ça, ben, j'ai cherché à comprendre sur les différents plans ce qui pouvait faire que on avait du développement de talent d'un côté, pas de l'autre, et que dans la pratique classique, sportive classique, les choses étaient un peu fermées. C'est-à-dire que le non talentueux, ben, rarement il développait du talent. Au mieux, ça devenait un athlète un peu guerrier qui, avec son énergie, arrivait à sortir un peu des perfs, mais il développait pas ou peu de talent. Et qu'à l'inverse, l'athlète talentueux au départ, peut-être avec moins d'efforts, peut-être avec un peu plus de facilité, il arrivait à développer quelque chose d'équivalent, de meilleur. Donc, c'est ces questions-là, en fait, qui m'animent depuis pas mal d'années maintenant. Ok. Ouais, c'est vachement intéressant. Et donc, du coup, c'est au fur et à mesure de tes prises en charge, tu t'es rendu compte des petites choses qui amenaient à des réels progrès sur le terrain. Je pense au shoot, par exemple, et des choses comme ça. Donc, tu es beaucoup dans le basket. Il y a des répétitions inlassables. Ouais, il faut que tu fasses 1000 lancers francs avant d'aller au vestiaire ou des choses comme ça. On a entendu des histoires de ce type, mais c'est de la répétition robotique. Et on sait que la répétition sans la répétition euh, amène peut-être plus de changements. Et c'est au fur et à mesure de ces collaborations et de la mise en place de choses peut-être un peu différentes que tu es arrivé à cette notion de le talent peut progresser. On peut avoir du talent en travaillant de la bonne manière. Ouais, c'est exactement ça. Le point de départ, c'est de se dire, voilà, j'ai quelquefois des joueurs qui vont jouer 3 fois par semaine pendant 10 ou 15 ans et ils vont faire 10 ou 15 premières années de basket, en fait, où leur shoot, leur déplacement, tout va être pareil pendant 10 ans. Il ne va pas y avoir beaucoup de progression. Il va y avoir 3, 4 mois, 5 mois au départ d'adaptation et de franche progression. Puis ensuite, ça va être assez variable autour d'un niveau moyen. Il ne va plus rien se passer. Et la question, ben, c'est pourquoi pour eux, il ne se passe plus rien, parce que j'avais l'idée, en faisant cette recherche-là, de me dire, ben, si je comprends pourquoi eux peuvent faire 15 ans sans bouger, je vais peut-être aussi comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent faire bouger les choses et qui peuvent faire bouger les choses plus rapidement que d'autres. Et donc, ça, effectivement, c'est au contact de joueurs qui ne progressaient pas ou qui avaient du mal à progresser que le point de départ s'est posé. Et j'ai commencé à tester des choses, à faire des recherches pour voir si, en modifiant ceci ou cela, on ne pouvait pas avoir d'un seul coup un déclic qui se passe et
des choses qui se modifient de telle sorte que le joueur, il commençait à avoir un petit peu de talent pour ce qu'il faisait, alors qu'il aurait pu passer 15 ans de sa vie dans sa pratique sans développer de talent. Voilà. Ok, intéressant. Seb, ça te fait penser à quoi? Je sais pas si Non, réagir. non, mais j'écoute. Comment est-ce que tu peux le mesurer justement ce côté talent que tu nommes finalement? Parce qu'après, ça peut sembler objectif, mais enfin plutôt subjectif, on va dire plutôt. Tout à fait, tout à fait. Derrière le talent, il y a deux idées. Il y a l'idée de compétences quasi naturelles, parce qu'il y a eu très certainement, alors aujourd'hui, on n'a pas de recherche exacte sur ce point-là, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un domaine qui est encore en cours d'exploration, parce que très certainement, il y a des intégrations qui sont faites de manière idéale tout au long de la vie, parce qu'il y avait un contexte d'engagement qui était idéal, parce qu'il y avait des petites facilités sur le plan génétique, parce que il y a eu tout un ensemble de choses qui ont fait que on pouvait avoir un joueur qui développe plus facilement du talent qu'un autre. Et c'est partant de l'étude de ces contextes, on se rend compte qu'effectivement, le joueur qui ne progresse pas, eh bien, on commence à avoir des débuts d'explication par rapport à ce contexte. Quel est son niveau d'attention à l'entraînement, quel environnement il a eu, quel engagement il a eu, comment il s'est développé depuis l'enfance. Ça bug ou c'est moi? Et puis, on commence à voir des petites choses qui reviennent trop souvent pour être complètement fortuites. On commence à avoir des joueurs qu'on a mis dans le Yupala au lieu de les laisser essayer de se tenir debout naturellement. Des joueurs à qui on a toujours demandé de garder des chaussons ou des chaussures à la maison. On voit plein de trucs comme ça, divers et variés, qui reviennent. Et on se dit, tiens, il y a peut-être des débuts d'explication par-ci, des débuts d'explication par-là. Et puis au final, de manière assez empirique au départ, on met en parallèle ce que dit la science et ce que dit notre expérience. Il y a des choses qui se reproduisent d'un joueur à l'autre. Voilà. Et au final, on en détermine en quelque sorte pas des lignes, parce que les lignes, ça voudrait dire que c'est quelque chose d'assez fixe pour tout le monde, mais on en détermine un ensemble de contraintes qui viennent s'appliquer au fur et à mesure du développement, notamment dans les premières années, mais aussi après, il n'est pas trop tard après, qui viennent s'appliquer au fur et à mesure du développement et qui vont venir modeler un peu ce que le potentiel génétique a pu apporter. Et là, on découvre, on prend une grosse claque et on découvre le poids de l'épigénétique. Et on se dit, ah ben tiens, finalement, est-ce que la constitution de ces fibres, de ces tendons, de ces muscles est aussi importante que ça ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont venues de façon environnementale configurer les choses d'une certaine manière ou pas? Et on remet en cause beaucoup de dogmes qui ne sont pas faux, mais qui sont incomplets sur la façon dont on est plus ou moins configuré, facilité par rapport à tel ou tel sport. On se rend compte, et ça a été les expériences que j'ai mises en place au départ et qui sont avérées positives, on se rend compte que même chez un morphotype complètement différent du morphotype habituel, avec des qualités complètement différentes, on peut construire un peu de fibre qui va dans le bon sens de ce dont on a besoin. On peut construire sur le plan moteur des choses dont on a besoin. Et on peut amener, ça fait l'objet d'ailleurs d'une petite aventure sur YouTube pendant le confinement. On peut amener des joueurs d'un mètre 60 à aller chercher l'anneau, alors que pendant 20 ans, ils venaient d'essayer d'aller chercher l'anneau. Ils allaient à la salle tous les jours pendant 1 heure et demie et ils n'ont jamais touché l'anneau. Donc voilà ce qu'on peut créer. Et l'intérêt au-delà de l'aspect purement physique dans le basket, c'est que c'est un sport d'incertitude, avec beaucoup de prise de décision, avec beaucoup de collaboration, beaucoup d'opposition. Et donc, il y a clairement une limite cognitive assez importante. On est obligé d'avoir des compétences cognitives, quel que soit son poste de jeu, assez développées, et obligé d'être, entre guillemets, même si le terme n'existe pas et que les Allemands auraient dit plutôt neuroathlétique, mais on est obligé d'être neuroperformant, c'est-à-dire d'avoir des qualités, vous le savez mieux que moi, sur la captation des informations visuelles, proprioceptives, vestibulaires, sur le tactile, sur tout ça. Et on se rend compte qu'on a des joueurs, plus on avance,
plus on se rend compte qu'on a des joueurs qui peuvent arriver à un niveau, et c'est là que ça va commencer à répondre à la question que vous m'avez posée. Il y a des joueurs qui arrivaient à un niveau professionnel après 15 ans de pratique, 7 ans de l'Institut national de la haute performance, après tout ça, eh bien, ont quand même des déficits sur ces potentiels, et c'est passé entre les mailles du filet tout au long, et on arrive après en reprogrammant sur une durée variable, 12 semaines, quelquefois plus, quelquefois moins, quelquefois 9 mois, ça dépend, c'est vraiment individuel la façon dont ça va venir reprogrammer. On se rend compte qu'on lève complètement des limites de performance, et au final, les choses qu'on a pu utiliser pour le joueur qui n'a pas progressé pendant 10 ans, eh ben, on se rend compte qu'elles peuvent se décliner quasiment, pas de la même manière, mais presque, à un joueur professionnel. Pourquoi? Parce qu'on est sur des éléments qui, bien que fondamentaux, n'ont jamais été pris en compte par ailleurs. Pourtant, ils sont centraux. Pour décider, il faut avoir des informations. Si on ne les a pas, on décide mal. Pour bouger de façon automatique, il faut avoir des informations. Pour décider de bouger d'une certaine manière, il faut avoir des informations. Et au final, on travaille pendant 15 ans avec un joueur sur un résultat, qui est le mouvement, qui est le geste, qui est son tir, qui est son lay-up, alors qu'on n'a jamais travaillé sur quelles étaient les informations dont il disposait pour ce résultat et comment il les intégrait en quantité, en qualité, en vitesse, en comment les choses s'intégraient. Et là, on se rend compte qu'on arrive à avoir des gains de performance. Des fois, je publie des petites données et on a 300% de stabilité en plus. Ou voilà, ben c'est juste parce que le joueur, il avait beau être professionnel, il ne tenait pas sur une jambe pendant 5 secondes, quoi. Et ce qu'il ne savait pas, lui, c'est que en ayant cette instabilité, par exemple, il limitait sa course, il limitait son saut, il limitait ses changements de direction, il limitait tout un tas de choses. Et du coup, mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en place tout ce qui a pu, de remettre en place correctement tout ce qui a pu mal s'intégrer et d'aller au-delà pour ce qui s'est bien intégré pour justement générer du talent. Donc, ça va un peu plus loin, ou ce n'est pas la même chose, ce n'est pas forcément que ça va plus loin, disons que ce n'est pas encore la même chose exactement que le coaching. Il y a une dimension coaching, bien sûr, mais il y a surtout une grande dimension de compréhension du joueur, d'anamnèse totale, où on revient sur l'histoire complète. Quelquefois, d'ailleurs, les joueurs sont assez surpris parce qu'on leur dit tiens, pendant sa grossesse, ta mère n'aurait pas eu un accident de voiture à peu près à telle semaine? Ah, bah si, justement, elle a eu un gros choc cette semaine-là. Bah voilà. Et on leur apprend, vous voyez de quoi je parle, hein, et on leur apprend comme ça que ça a pu avoir un impact. On leur apprend que s'ils ne sont pas à l'aise pour partir du côté gauche, ça peut être lié à ceci, à cela. Et on remet tout en perspective sans s'interdire de choses. C'est-à-dire que si il faut aller voir un peu du côté de la posture, on peut aller voir du côté de la posture, on peut aller voir du côté de la neuro, on peut aller voir du côté de la force, on peut aller voir, voilà, parce que de toute façon, tout est lié. Même au-delà de ça, sur les habiletés mentales et les aspects de personnalité sont très liés aussi, comme la nutrition va être très liée aussi à ce qu'on va avoir comme résultat. Donc, au final, en avançant dans ce domaine-là, plus j'avance, plus mon sac à dos s'est alourdi d'éléments à prendre en compte et qui pouvaient soit ralentir, soit accélérer le développement du talent. Et plus j'arrive à donner des débuts d'explication parce qu'on ne sait encore pas tout. Et pour certains domaines, les études scientifiques sont pas toutes assez avancées, assez probantes, assez documentées, par exemple, pour qu'on puisse certifier certaines choses. Mais on a des débuts d'explication aujourd'hui. Ces débuts d'explication permettent de modifier des choses, permettent de créer du talent. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Ce que j'ai bien aimé à un moment donné, bon, j'ai aimé beaucoup de choses, mais ce que j'ai bien aimé à un moment donné, tu pointais le fait qu'il y a des athlètes qui sont passés dans les mailles du filet pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils n'ont juste jamais été testés. Donc, en fait, ils n'ont même pas conscience de ces problèmes-là. Et c'est là où c'est problématique. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Labo, c'est-à-dire il y a des choses qui arrivent dans la vraie vie, dans le sport, etc., mais que tu ne comprends pas et que tu ne sais pas comment faire. L'idée, c'est juste de pointer, ça peut être ça, peut-être pas. Mais il y a d'autres choses qui peuvent exister qui pourraient éventuellement te corriger.
Et c'est ça qui est intéressant et que même dans les fédérations sportives, même des athlètes de très haut niveau, en fait, ils passent à travers ça juste parce qu'ils n'ont pas conscience de ces problèmes-là. Et Tout à donc, fait. si tu n'as pas conscience du problème, tu n'as pas conscience de la solution. Exactement. Exactement. Et ça me rappelle une rencontre que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un jeune à très fort potentiel qui est aujourd'hui au plus haut niveau et qui aura vocation à être vraiment une étoile au niveau national pour sans doute l'équipe de France dans quelques années. Je le rencontre, je lui fais part de certaines observations que j'ai sur ses vidéos de match et il me dit mais je ne pense pas avoir besoin d'un coach parce que regarde, je suis dans ma catégorie, tout tourne, tout fonctionne bien, tout ça. Je mets tant de points par match et tout. Et je lui dis, bah, écoute, je comprends ton point de vue. On se prend 5 minutes, on en parle. On s'est pris 5 minutes en salle. Et en 5 minutes, entre sa vidéo de match et le terrain, bah, je lui ai expliqué par rapport à sa vidéo pourquoi il faisait ses choix. Il ne savait même pas qu'il faisait ses choix finalement, pas de façon judicieuse, mais par défaut, par rapport aux capacités qu'il avait. Et que du coup, il se fermait certains choix qui auraient pu être plus pertinents à certains moments parce que justement, il n'avait pas les capacités pour assurer sur ce choix-là et qu'à un moment, le cerveau disait attention, stop, sécurité, là, on n'y va pas, on va plutôt prendre l'option B, elle est sécure. Et du coup, on part sur l'option B. Et aujourd'hui, ça, clairement, oui, il faut le démontrer parce que les joueurs en ont pas conscience. Les joueurs, il y a certains joueurs qui ont des difficultés ou alors qui sentent qu'ils ne sont pas à leur niveau, qui ont des blessures, ou qui vont avoir facilement conscience qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et ils vont se dire, il y a un truc qui ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on un truc qui ne va pas? Et par contre, le joueur pour qui tout va bien sur le terrain, de son avis, tout va bien sur le terrain, lui, il ne va pas être dans cette démarche-là, il va se sentir déjà performant et il ne se rendra pas compte, si on ne lui explique pas à un moment donné, qu'en fait, il est en sous-performance par rapport à ce qu'il pourrait faire. Que oui, d'accord, aujourd'hui, tu es le meilleur de ta génération, tu es 4 étoiles, tu es tout ce que tu veux, mais tu laisses 20% là, de ce que tu pourrais faire ou 25% de ce que tu pourrais faire parce que ça. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment un boulot où, en fait, il faut réussir à emmener le joueur à la salle une fois avec soi et lui démontrer par A plus B et lui faire ressentir. Moi, j'aime beaucoup faire ressentir aux joueurs pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi sur ses rotations à 360 degrés, il ne va pas être bon, pourquoi sur ceci, pourquoi sur cela. Et donc, je prends de la vidéo pendant mes séances pour travailler avec le joueur sur le feedback de ce qu'on fait et lui montrer. Ben, tu vois, là, regarde tes yeux, le mouvement qu'ils font. Ils retournent 4 fois vers un côté où ils ne doivent pas aller. Résultat, tu as perdu tant de dixièmes de seconde et en plus de ça, tu as pris plein d'informations dont tu n'as pas besoin pour faire le geste que tu voulais faire, qui vont venir un peu saturer le système et qui ne seront pas pertinentes, donc pas utilisables ni utilisées. Et, ou alors lui démontrer par A plus B pourquoi les infos d'un œil et celles de l'autre, si elles sont différentes, à un moment, le cerveau il tronque et il dit bah, celui-là, je ne m'en sers pas. Et du coup il n'utilise pas une partie des informations et ainsi de suite. Et aujourd'hui, quand on arrive à amener le joueur en salle et à lui montrer in concreto, entre ses vidéos de match, ce qu'il ressent et ce qu'on met en place sur le terrain, les limitations qu'il y a, on arrive à plus ou moins à convaincre qu'il y a quelque chose à faire pour faire des gains de performance. Et je pense qu'on a dit un peu trop tôt, tout le secteur sportif a dit un peu trop tôt, on arrive à l'extrême limite de la performance humaine parce qu'on a sorti cette phrase-là avant de s'intéresser plus en détail au fonctionnement du système nerveux. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais oui, peut-être sur des données physiologiques, on est peut-être à 8 ou 10% ou du max, sans doute, mais on a oublié tout un pan d'études quand on a dit ça. C'est toujours marrant en fait, ce que tu dis, rebondir, c'est que, et pour aller, est-ce que ça nous dit quelque chose? On s'est beaucoup concentré sur les KPI, Key Performance Indicator. Et effectivement, quand tu regardes les KPI, ouais, tu fais tant en squat, tu vas sauter tant. Tu fais tant sur des outputs physiques. Donc ça, on a beaucoup de données et le monde sportif est beaucoup centré sur ces Key Performance Indicators. L'idée derrière ce que tu proposes, il y a déjà les 4 coactifs de la performance, le physique, le tactique, le technique et le mental. Tu réunis les 4. Et à côté de ça, et surtout pour réunir ces 4, tu utilises un outil que sont en fait les Key Human Indicators.
c'est-à-dire les indicateurs clés de ton développement en tant qu'être humain. Et ça a très peu été étudié. Et tu es un des seuls à mettre ça en avant. C'est ça qui est exceptionnel, quelque part. Voilà. À quoi ça me fait penser. En fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur un point central, c'est qu'on a l'habitude et on est formé comme ça à travailler sur les résultats. On n'est pas formé à travailler sur les causes. Donc, on a un résultat, on a un max, on part du max et on va essayer de changer le max en entraînant pour développer le max. Mais qu'est-ce qui cause le max? Là, ça devient un petit peu plus compliqué à déterminer. Et sur cet aspect-là, on y travaille beaucoup moins. Alors, bien sûr, en travaillant sur le résultat, on va avoir une progression. Il y a des adaptations qui vont se faire. C'est normal, c'est humain, c'est naturel. Mais si on ne travaille pas sur les causes, les adaptations vont toujours se faire dans un cerclage qui va limiter la performance. Elles ne pourront pas aller au-dessus. Parce que les causes vont toujours venir ramener. Ouais. Comme un plafond de verre comme ça où tu ne pourras jamais step up si tu ne viens pas à la base. Ouais. Exactement. Pardon, Seb, je t'ai coupé avant. Ouais, tu avais envie de rebondir, Seb, vas-y. Non, c'était pas aussi intéressant que ce que vous avez dit. Non, c'était simplement, comme tu disais, tu évoquais le fait qu'on s'intéressait à la base de la performance et donc le système nerveux. C'est simple, tu regardes sur Google, tu tapes qui commande les muscles, donc qui fait le mouvement, tu tapes le cerveau commande les muscles. Pourtant, personne ne s'intéresse au cerveau. Pourtant, c'est la base de même, c'est marqué sur Google, tu vois. Donc, et pourtant, on a tous pris pour principe et pour acquis que c'était bien fait. Ben, la réalité nous montre que non, en fait. C'est ça, et c'est ça où c'est problématique. Enfin, voilà, c'était tout. C'était pas aussi développé que ça, mais simplement. Non, mais tu as tout à fait raison. Et je pense qu'on est encore qu'au début de tout ce qu'on va comprendre, parce qu'on n'a pas encore tout compris. Et je pense qu'il y a des dogmes qui vont s'effondrer dans peu de temps quand on va avoir des études systématiques qui vont permettre de mettre en perspective les choses. Et on va se rendre compte que finalement, bien souvent, on a eu de la chance d'avoir les résultats qu'on a eus, plus de la chance que du pilotage finalement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, parce que plus on avance, plus on se rend compte que la marge d'erreur est bien plus importante que la bonne réponse par rapport à une situation donnée. Yes. On va conclure rapidement, ça fait déjà plus d'un quart d'heure, je pense. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, Andy? Ou sur ton site, etc. Ouais, moi j'ai gardé. Là j'ai lancé l'entreprise Perfex il y a quelques mois. Donc on peut me retrouver sur. Je suis beaucoup sur Instagram. Alors, je produis pas toujours du contenu Instagram, mais je suis sur Instagram. Des fois avec du contenu LinkedIn sur Instagram, mais ça c'est un autre débat. On peut retrouver donc soit sur la page Andyans, ANDYHYEANS, soit sur la page Perfex, PERFHEX. Et voilà, ma page perso, ça va être plus orienté vers mes activités de tous les jours, mes morceaux de séance, mes idées, des choses comme ça. Et la page pro plus sur les joueurs qu'on suit, les cellules qu'on intègre, le développement qu'on peut faire, les choses comme ça. Voilà. Très cool. Merci beaucoup, Andy. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. C'était très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao. Ciao.